bien, qu'il y avait quelque chose d'étrange que je voulais aborder avec vous ce matin. Une histoire pratiquement invraisemblable. Le monsieur s'appelle Louis Ripaud. On le contacte à l'instant. J'aimerais ça qu'il nous conte une histoire assez étrange. Monsieur Louis Ripaud, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Il fait beau en France. J'espère qu'il fait beau. Au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça en France. Il fait beau. Des fois, pas toujours. Il fait beau dans le ciel, mais il fait moins beau sur Terre, si j'ose dire. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est le jour de la rentrée scolaire aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Nous aussi, c'est. Et j'ai eu au téléphone ce matin la petite Christelle, en larmes, qui voulait pas aller à l'école, tout simplement, non pas parce qu'elle a peur de l'école, c'est une bonne élève, mais parce qu'elle sait que ça veut dire qu'elle ne verra plus sa maman avant plusieurs semaines et qu'elle va retourner là où elle ne veut pas vivre, c'est-à-dire avec son père qui a obtenu la résidence habituelle de l'enfant, bien qu'il ait frappé la mère et l'enfant. Monsieur Ripaud, ce serait possible parce que les auditeurs ne sont pas au courant du dossier. J'ai fait exprès, bien entendu, Monsieur Ripaud, de ne pas donner, de ne pas divulguer plus d'informations que cela. Oui. Et je pense que vous êtes très bien placé, Monsieur Ripaud, pour nous faire nous faire un bon cadre de la situation, de comment tout cela a débuté. Enfin, le début de l'histoire jusqu'à maintenant, quoi. Alors, je voudrais d'abord vous dire rapidement qui je suis. Certainement, et pourquoi je m'intéresse à ce genre d'histoire. Je n'ai aucune fonction officielle. Je suis un particulier, j'ai 68 ans, j'ai fait ce qu'on appelle les meilleures études en France, dans une grande école scientifique. J'ai tous les diplômes que vous voulez par-dessus, et j'ai été confronté il y a quelques années à la situation de la violence sur les mères qui sont en but à un conjoint agressif, qui ont été battus, qui ont subi des tas de choses, tout simplement parce qu'une de mes filles s'est trouvée dans cette situation. Et j'ai découvert ce qu'étaient les violences conjugales suivies par les violences judiciaires sur les victimes. C'est-à-dire sur les mères et les enfants. Alors, je ne vais pas vous parler du cas de ma fille et de mes petits-enfants. Il faut simplement savoir qu'après 15 avocats, j'ai réussi à plaider moi-même, bien que n'étant pas avocat, en cour d'appel de Paris, et à obtenir que le dossier soit retiré à une juge d'enfant que j'accusais de torture morale, et j'ai été suivi par la cour d'appel qui lui a retiré le dossier. Bon, depuis, c'est moi qui ai fait porter en cour européenne l'affaire de la petite Charlotte Washington, qui a été déportée de France vers les États-Unis à la demande de son papa, et qui, en fait, ne veut pas la restituer maintenant que la garde a été donnée à la mère, comme elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Et c'est moi qui aussi, puisqu'on est au Canada, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est moi qui ai porté devant l'ONU l'affaire Nathalie Guetliff, et qui ne vais pas lâcher le morceau, puisque je prépare des plaintes. J'ai vu la réponse du Canada, qui est nullissime, je dirais qui est abominable, et maintenant on va passer à des plaintes pour torture sur une jeune accouchée, les tortures ayant consisté à la réveiller toutes les heures, toutes les nuits, pendant qu'elle était en prison avant d'être jugée. Elle venait d'accoucher, elle était retournée en prison dans les moins de 48 heures après l'accouchement, et on l'a réveillée toutes les nuits jusqu'à ce qu'elle accepte de plaider coupable d'un crime qu'elle n'avait pas commis, à savoir elle avait quitté le Canada avec les enfants, tout simplement parce qu'elle faisait l'objet de violences, et les enfants aussi. Bon, on reparlera de cette affaire, elle est franco-canadienne, mais là l'affaire en question c'est une affaire franco-française, entre une femme qui a eu un enfant de son mari, oui. Elle s'était mariée avec un doute. Elle s'était mariée avec un doute parce que... attendez, monsieur Ripaud, je vous arrête. Se marier avec un doute, là, mais quand même, faut pas exagérer. Elle s'est mariée avec un doute, je vais vous dire, c'est le signe du doute. Le doute, c'est que finalement, elle a renoncé à se marier à l'église. Alors, elle était catholique, pas plus pratiquante que vous et moi peut-être, enfin, peu importe. Je dirais, en France, quand on se marie, et si on est de religion catholique, à l'origine, on aime bien se marier à l'église parce que c'est un peu plus, je dirais, un peu plus la fête. Et finalement, elle s'est contentée, si je puis dire, d'un mariage civil. Elle a annulé au dernier moment son mariage religieux, mais elle s'est mariée quand même. Elle était enceinte à ce moment-là. Hein. Elle avait eu déjà des relations avec le monsieur. Bon.
Et une fois que sa fortune personnelle, qui n'était pas énorme, enfin elle avait un peu d'économie, elle travaillait, une fois qu'elle a été allègrement pompée, elle s'est retrouvée en butte à des violences de différentes sortes, qui ont été suffisamment graves pour être même constatées par des policiers, puisque le monsieur policier lui-même l'a plus que bousculé pendant qu'elle tenait le bébé dans les bras, devant ses collègues qui ont quand même verbalisé, c'est-à-dire qu'on rédigeait un procès verbal, parce qu'ils avaient vu les choses. OK. Et oui, j'ai vu, inquiétez-vous pas, M. Ripaud, continuez. Alors, donc, c'est une affaire assez complexe, avec de multiples rebondissements. Dans un premier temps, il y a eu des poursuites contre l'agresseur. Dans un deuxième temps, je dirais, il a usé de son influence et de son métier pour retourner à son profit toutes les décisions judiciaires. Et cette femme qui, au début, avait eu la garde de l'enfant, plus des mesures de protection autour de l'enfant, etc., s'est retrouvée sans, comment dirais-je, dépossédée, si je puis dire, c'est pas le bon terme, mais enfin privée de la présence de son enfant. On lui a retiré l'enfant pour le remettre au monsieur. OK. Vous, votre profession, c'est quoi au départ? Quelle est ma votre profession n'a rien à voir avec le sujet. Non. Attendez. Conseil d'entreprise. Attendez un instant, M. Ripaud. Votre profession au départ, quelle est-elle? Je suis polytechnicien. C'est-à-dire que j'ai fait l'école, en France, c'est ce qu'on appelle l'école polytechnique, qui est réputée la plus grande école scientifique. Voilà. Je suis ingénieur des manufactures de l'État, autrement dit, ingénieur dans des domaines industriels. En clair, initialement, j'étais dans la fabrication des cigares. Bon, et je suis après j'ai été président de sociétés, enfin dans des cadres de multinationales. J'ai dirigé des sociétés et ensuite j'ai créé une activité de conseil en entreprise en matière d'optimisation des transports. Vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir avec le sujet. Donc, et vous, qu'est-ce que vous croyez, Monsieur Ripaud, qu'est-ce que vous croyez apporter de plus à cette dame qui subit des problèmes en ce moment? Qu'est-ce que vous croyez apporter de plus? Moi, ce que j'apporte, c'est une vue, une analyse des pièces, une analyse des faits. Analyse à laquelle il n'est absolument pas procédé, hélas, dans les tribunaux. Je dirais, j'ai eu, à l'occasion de ma propre affaire, en face de moi, des experts réputés les meilleurs. La façon dont j'ai critiqué leur expertise a amené enfin un juge des enfants, le président du tribunal pour enfants de Paris, le lendemain même où il m'entendait, à tout inverser, parce que les experts en question, j'en ai montré la nullité. Si vous voulez, comme vous avez l'esprit d'analyse, l'esprit scientifique, et que vous regardez les faits, que vous comparez les choses, vous arrivez à des conclusions, je dirais, qui sont des conclusions irréfutables. Et malheureusement, dans toutes ces affaires-là, les juges, les travailleurs sociaux, les auxiliaires de justice ne comparent pas les dires des uns aux dires de l'autre pour essayer de trouver la vérité. OK. Hein, moi j'ai un esprit, si vous voulez, dans mon métier m'oblige à analyser les choses et éventuellement à reconstituer le réel à partir d'éléments fragmentaires. OK, alors donc, vous n'êtes ni avocat, vous n'êtes ni de quoi que ce soit au niveau... Vous avez aucun cours de droit, dans le fond? Non, absolument aucun, mais c'est grâce à ça, si vous voulez, que j'ai regardé le code, que j'ai regardé les bouquins, que j'ai plongé dedans rapidement, que je mets, si vous voulez, dans 1000 pages, je trouve très vite la page qui m'intéresse, qui est nécessaire. En réalité, M. Ripaud, vous êtes un pion parmi tant d'autres. Pardon? Vous êtes un pion parmi tant d'autres. Quel sens vous donnez parmi ça, à ce terme? Le sens que vous voulez, M. Ripaud. Oui, mais moi je suis quelqu'un qui simplement est choqué par les dysfonctionnements judiciaires. Je suis quelqu'un qui est allé voir un haut magistrat, ou exactement un haut magistrat m'a demandé à me voir parce que je lui avais en une page décrit un problème. Il a voulu me voir tout de suite.
je vais vous dire, il m'a dit textuellement, les magistrats ont tellement pris l'habitude de violer les lois qu'ils ne se rendent même plus compte. C'était le 23 mai 2001. Ce haut magistrat était procureur général en charge du service central de prévention de la corruption. Hein, et les faits que je lui indiquais, il m'a dit, c'est de la corruption sinon financière, en tout cas c'est de la corruption des esprits. Et qu'est-ce que je lui dénonçais? C'était le fait que des magistrats en France créaient des associations qui faisaient ensuite des expertises judiciaires. Ce qui est absolument épouvantable, qu'on puisse, je dirais, créer et présider une association qui est prestataire de services. Avez-vous le sentiment, monsieur Ripaud, avez-vous le sentiment que vous servez vraiment à quelque chose dans toute cette histoire? J'ai le sentiment que je sers, premièrement, à des personnes qui sont désespérées, qui coulent et qui se font taper dessus par tous les intervenants autour d'elles. Donc, moi, je suis une bouée de secours dans ce domaine, premièrement. Deuxièmement, ce sont des affaires qui sont susceptibles d'entraîner la condamnation de la France devant des instances internationales. Eh ben, je dirais, on ira jusque-là. C'est en cours pour l'affaire Charlotte Washington. Ça va repartir pour l'affaire Gaytleaf, l'affaire de Myriam Mathieu. Je la mets également dans les mains d'un grand avocat. Avec qui j'ai aucun intérêt financier ni quoi que ce soit, je suis totalement bénévole, ça me bouffe un temps énorme, mais je dirais cet avocat a déjà monté des affaires en cour européenne, et il la montera elle aussi en cour européenne. Et on fera condamner la France. Est-ce que ça donne un sens à votre vie de vous investir comme ça dans cette histoire? Écoutez, moi j'ai des petits-enfants qui ont été privés de leur mère pendant 17 mois, qui ont été placés parce que leur mère résistait aux violences qu'elle avait subies de son mari ou ex-mari, et comme elle résistait, que les enfants voulaient vivre avec elle, qu'ils s'enfuyaient pour venir la voir, c'est elle qui a été condamnée. Elle a eu des semaines et des semaines d'ITT. Il y a des magistrats français qui ont dit qu'elle n'avait jamais, qui ont dit que c'était elle qui était fautive. Je dirais, elle a été fautive de porter un enfant mort, etc. Enfin, okay. C'est effrayant l'inversion par la justice française, l'inversion dans un certain nombre de cas, je dis pas dans tous, mais effrayante. Et je sais pourquoi il y a cette inversion. On a des magistrats irresponsables. Un magistrat peut faire n'importe quoi, il n'est pas sanctionné. On a affaire à des gens, je dirais, qui ont un pouvoir effrayant. Et ça attire les personnes qui ne sont pas les meilleures de la société. Quand des gens n'ont pas de sanctions, quand, je dirais, ils peuvent faire n'importe quoi sans avoir de compte à rendre, eh bien, je dirais, c'est quand même très attractif, une situation comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui veut manipuler les autres, qui veut, je dirais, dominer les autres, vous vous faites magistrat en France et vous êtes tranquille. Alors, je dis pas qu'il y en a 100%, loin de là. Mais dans une rivière, il suffit de mettre un petit peu de pollution pour que toute la rivière soit polluée. Et si cette pollution, je dirais, elle n'est pas distincte du reste, si elle se mélange au reste, si tout le reste est solidaire de cette pollution, c'est toute la rivière qui est polluée. Donc s'il n'y a que quelques pourcents de magistrats qui sont comme ça, qui sont mauvais, mais mauvais au sens plein du terme, je dirais, oui, vraiment mauvais, eh ben, je dirais, ils polluent tout parce que par solidarité, les autres ne veulent pas les exclure. Tant que les magistrats n'excluront pas de leur rang ceux qui ne sont pas bons, eh bien la justice fonctionnera mal. Et c'est pour ça qu'il y a les 2 tiers des Français qui n'ont plus confiance dans leur justice, et on se demande ce que fait l'autre tiers d'ailleurs. Parce que quand on est conscient de la façon dont ça se passe, quand on a vu comment ça se passe, on est effrayé. Et moi je ne peux pas rester effrayé comme ça en ne faisant rien. Ouais, mais je me demande encore, je vous repose la question, qu'est-ce que vous croyez changer ou réussir à apporter dans cette situation-là? OK, c'est bien beau le soutien moral, ça c'est très honorable de votre part, c'est courageux, je peux pas vous l'enlever, mais pour le reste, qu'est-ce que vous croyez apporter de plus? Ah ben moi je crois que j'arriverai dans un certain nombre de situations à ce à quoi je suis arrivé dans la situation de ma fille, c'est-à-dire par exemple à faire restituer les enfants à leur mère. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec son enfant? Il va la perdre ou pas? Ah ben en ce moment, je peux pas vous dire parce que sur mon conseil, elle a quand même pu remettre, elle est quand même aller remettre l'enfant à l'école parce qu'elle va être condamnée, elle va être, je dirais, elle risque d'être ennuyée pour ne pas l'avoir remis à 8h30 ce matin. L'enfant ne voulait pas y aller, etc. Elle avait vu hier un psychiatre
en hôpital, mais qui veut la faire convoquer par un psychologue, parce que ça relève d'un psychologue, mais je dirais, les hôpitaux sont démunis en France pour faire le constat d'une situation comme ça. Bon, et donc, voilà, l'enfant voulait pas y aller, je l'ai eu au téléphone, gentiment je lui ai expliqué que ça allait être pire pour sa mère si elle allait pas à l'école, etc. Bon, finalement, la mère a pu la conduire à l'école et puis prendre un certain nombre de rendez-vous, et moi j'ai la lettre de l'enfant. Hein, allez-y, on vous écoute. J'ai une lettre de l'enfant, 4 septembre 2007, Monsieur Ripaud. C'est suite à... Je l'ai eu, la petite Christelle, au téléphone. Monsieur Ripaud, je vous demande d'envoyer ma lettre à Monsieur Sarkozy, car personne ne veut me sauver de mon père, et je crois qu'il est le seul attendez, là. Cette lettre a été dédiée, ou enfin a été envoyée à Nicolas Sarkozy, le président? Non, la lettre est envoyée à moi, pour que je l'envoie, moi, à Nicolas Sarkozy. D'accord. Aujourd'hui, c'est la rentrée et je ne veux pas aller à l'école parce que je vais être obligé de retourner chez mon père et j'ai très peur de lui. Au lieu de m'aider, les policiers se moquent de moi et me rendent à mon père même quand j'ai été à l'hôpital et que j'ai mal parce qu'il est aussi policier. Christelle. Et j'ai une lettre de 6 pages que je ne vais pas vous lire parce que je suis en train de l'imprimer. Non. Mais j'ai une lettre de 6 pages où elle décrit la situation, une lettre qu'elle a rédigée pendant les vacances au mois d'août, qui reprend des termes qu'elle m'avait dit à moi et dont j'ai témoigné, c'est-à-dire elle en est arrivée, si vous voulez, à souhaiter la mort de son père, elle rêve qu'il ait un accident de voiture quand elle ne sera pas elle dans la voiture, ou alors qu'un gros rocher lui tombe dessus. Pour en être débarrassé. C'est effrayant quand même qu'un enfant qu'on puisse maintenir cet enfant dans une situation où elle en vient à souhaiter la mort de son père, alors qu'elle aurait pu admettre je dirais de l'avoir pour père, vivant, si on l'en protégeait, c'est-à-dire si elle le voyait une fois de temps en temps, comme ça avait été au début. Que fait le père exactement comme genre de travail? Il est policier. Il est policier, c'est ça. Il est lieutenant de police. Dans la banlieue parisienne. Il est lieutenant de police. Et croyez-vous que son job l'aide justement à se protéger le cul? Évidemment. Mais attendez, c'est clair. Moi, il y a quelques semaines, enfin c'était au mois de mai, j'ai été prévenu par la police que Madame Mathieu était mise en garde à vue. La policière que j'ai eu au téléphone pour me dire ça avait un air joyeux. Je lui ai dit, écoutez, moi je vais... Elle me disait ça sur un ton très dégagé, hein, Madame Mathieu a demandé à ce que vous soyez prévenu. Je lui ai dit, moi je vais appliquer ma consigne, je vais prévenir le président du Sénat. Elle l'a pris de haut, la policière, parce que je lui ai fait la remarque que mettre en garde à vue quelqu'un en fin d'après-midi, un samedi, hein, ça veut dire la mettre en tôle sans l'entendre. Ah oui. Sans l'entendre, ok. Sans l'entendre, parce que personne, on la prenait sous un prétexte mensonger, on lui prenait l'enfant, alors qu'elle gardait l'enfant avec des certificats médicaux, comme quoi il fallait qu'elle reste 10 jours avec la mère, tellement la gosse était traumatisée, la mère avait prévenu tout le monde, on lui dit, vous êtes convoqué pour je sais pas quoi, bon, elle est venue, on lui a pris l'enfant, paf, et elle, on la met en garde à vue, c'est-à-dire on la met dans une cellule, qui sent la pisse, excusez le terme, bon, et on lui dit, on n'a pas le temps de vous écouter. Donc on fait ça un samedi. Moi j'ai dit, attendez, vous avez fait ça un samedi exprès, hein, pour pouvoir la faire passer par la case prison avant même d'écouter quoi que ce soit, hein, avant même qu'elle puisse avoir effectivement un avocat à ses côtés, parce qu'un samedi, aller trouver un avocat par l'avocat, bon, etc. Bon, effectivement, 3/4 d'heure après ou 1 heure après, la policière n'a pas apprécié, mais elle a été appelée par la personne de permanence du président du cabinet du président du Sénat. Ok. J'ai agi. Ok. Le président du Sénat, c'est le 2e personnage en France, hein, de l'État. Ah, d'accord. Juste après le président de la République. Et avez-vous, monsieur Ripaud, essayé de confronter cet individu-là, l'individu qui frappait à maintes reprises, et d'ailleurs on va parler justement à la demoiselle dans quelques instants. Est-ce que vous avez essayé de le confronter, cet homme? Ah non, je dirais, j'en ai rien à faire. Je dirais, c'est pas lui qui m'intéresse. Et c'est quelqu'un, je dirais, qui est du type de la plupart de ces agresseurs conjugaux. Ces agissements, si vous voulez, ces déclarations que j'ai lues et ces agissements le décrivent. Bon, voilà, j'ai pas besoin de le voir.
Si je le vois, je le verrai, mais bon... en fait, Madame Mathieu, je l'ai vue une seule fois, que je sache, et la petite... Vous en voyez pas l'intérêt, quoi. Pardon? Vous en voyez de voir pas l'intérêt. lui, non, monsieur, mais attendez, dans quel cadre? Ben, je le verrai très agréablement devant un tribunal. Un tribunal, c'est ça. Oui. OK. Et là, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des débouchés, est-ce qu'il y a des réponses, est-ce qu'on aide, est-ce que la justice tend l'oreille ou absolument pas? Non, la justice dans ces affaires-là, je vous dis, je vous disais, quand une affaire est partie sur de mauvais rails, elle y reste pendant très longtemps parce que l'inaptitude fondamentale de la justice française, peut-être dans d'autres pays, c'est son incapacité à reconnaître les erreurs. Et l'incapacité à reconnaître une erreur devient une accumulation de fautes. On dit souvent l'erreur est humaine, on oublie le deuxième terme. En latin, errare humanum est, perseverare diabolicum. Persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. Et le problème, c'est ça, c'est-à-dire que commettre une erreur, ça peut se concevoir. On peut prendre un dossier par le bon bout, mais quand on a tous les éléments de preuve qu'il y a eu une erreur, eh bien, la justice française ne sait pas faire marche arrière. Elle poursuit, elle continue. C'est très rare qu'elle fasse marche arrière. Il n'y a que dans quelques grosses affaires récentes, comme la fameuse affaire d'Outreau, qui a beaucoup ému la France, où des personnes avaient été mises en prison, etc., sur des allégations mensongères de pédophilie, etc., et puis elles étaient parfaitement innocentes. Bon, ça a choqué tout le monde, parce que il y avait plusieurs personnes, ça faisait beaucoup de mois de prison inutile, etc. Et la justice s'est rattrapée, quand même, parce qu'elle a reconnu qu'ils étaient innocents. Mais dans ces affaires qui sont pas sur la place publique, qui se jugent dans le secret des cabinets, parce que c'est pas des affaires. Quand il y a des erreurs, les erreurs continuent. Monsieur Ripaud, je vous remercie. Je vais maintenant parler et discuter avec cette dame nommée, on va la nommer comme ça pour l'instant, résistante. Je raccroche avec vous. Et bien sûr, si il y a quoi que ce soit, vous pouvez revenir nous parler ou enfin faire un suivi. Je vais écouter, c'est sur Rocky? Oui, exactement. Alors, je vais écouter sur la radio. Alors, écoutez sur la radio et si il est possible d'avoir un suivi avec vous une fois par mois ou quelque chose comme ça, une fois ou 2 mois pour savoir où en est l'affaire, où tout ça, où tout ça va, ça serait bien intéressant qu'on puisse discuter avec vous de cette... Et puis je suis à votre disposition. Le jour venu, parce que j'ai des choses à faire d'ici là, mais je suis à votre disposition pour vous faire mes commentaires de la réponse du gouvernement du Canada au service de Madame la juge, l'ex-juge, Louise Arbour, c'est-à-dire que sur l'affaire franco-canadienne, parce que je me suis mis en rapport directement avec Louise Arbour sur ce sujet, certainement, avec les services à Genève. Ça serait intéressant. Un dossier que le gouvernement français n'a pas. Ce serait très intéressant de vous entendre à ce sujet, M. Ripaud. C'est bon? Oui, à bientôt. Alors, à tout à l'heure, ou plutôt à bientôt, tout à fait, c'est ça.